Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question cruciale pour beaucoup d'entrepreneurs. Comment on fait pour construire une boîte qui tourne toute seule? Une entreprise qui peut non seulement réussir, mais aussi prospérer sans que le fondateur soit là H24. L'idée, c'est souvent de créer un actif qui a de la valeur. Et puis aussi, soyons francs, de retrouver un peu d'air, de liberté. Ah oui, c'est un grand classique. Pour explorer ça, on va se baser sur l'histoire d'Alex Stapleton et de son mentor Ted Gordon. C'est tiré d'un livre, Built to Sell, qui raconte justement cette transformation. On va essayer d'extraire les leçons clés de cette histoire pour comprendre comment on passe d'une entreprise où tout repose sur une personne à une machine bien huilée et pourquoi pas vendable. C'est exactement ça. On voit tellement d'entrepreneurs passionnés qui travaillent comme des fous, mais qui se retrouvent piégés. L'entreprise marche, parfois même elle gagne de l'argent, mais Mais c'est eux le moteur central. voilà, tout dépend d'eux. Et le résultat, c'est que c'est très très dur à vendre en fait. C'est même souvent impossible. Ce n'est plus un actif qu'ils ont, c'est un job très très prenant. Alors, parlons d'Alex, le patron de la Stapleton Agency, une agence de pub. Pas mal de services, pas mal de clients, mais un problème énorme. Lequel? Il est partout. Alex fait tout, parce que ses clients, en fait, ils veulent parler qu'à lui. Donc, il court dans tous les sens, il est épuisé, il passe son temps à gérer les urgences. Mhm. Et son équipe, elle est correcte, quoi, mais pas vraiment autonome. Et les finances, ah là là, Montagne russe. un peu le stress permanent. Pourtant, au début, son rêve, c'était pas ça. C'était plutôt, je recrute les meilleurs, je les paie bien, je décroche des super clients, et un jour, hop, je vends la boîte et je suis riche. Le plan idéal. Sauf que la réalité, c'est équipe moyenne, client super exigeant qu'il appelle tout le temps, et cette angoisse financière qui revient sans cesse. Donc, après 8 ans comme ça, il est à bout. Il se dit « stop, je vends ». Et c'est là qu'il appelle Ted Gordon, un ami de la famille, mais surtout un entrepreneur qui a déjà monté et vendu 4 boîtes. Le mentor parfait, quoi. Ah oui, là, il y a de l'expérience. Alex lui raconte tout. Les clients qui veulent que lui, l'équipe qui suit pas assez, sa propre fatigue, les galères de trésorerie. Ted écoute très attentivement. Et puis, le verdict. Et là, c'est la douche froide. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « Alex, ton entreprise, là, maintenant, elle vaut 0. Elle est invendable. » Ouch, ça doit faire mal. Ah bah oui, après 8 ans de boulot acharné. Mais c'est là que ça devient intéressant, parce que la logique de Ted, elle est implacable. Pour un acheteur, une boîte qui dépend autant de son patron, c'est un risque beaucoup trop grand. Si Alex s'en va, tout s'écroule. Exactement. C'est ça que voit l'acheteur. Ted lui montre son erreur fondamentale. Il n'a pas bâti une entreprise autonome, il s'est créé un job sur mesure où il est indispensable. Le piège classique, quoi. J'imagine le choc pour Alex. Entendre ça, ça doit être vraiment terrible. C'est sûr. Mais Ted ne s'arrête pas là. Il lui dit en gros, bon, ok, c'est pas vendable maintenant, mais ça peut le devenir. Si t'es prêt à changer les choses en profondeur, radicalement, alors je peux t'aider à construire autre chose. Quelque chose d'autonome, qui aura de la valeur. C'est une main tendue, mais avec des conditions exigeantes. Tout à fait. C'est un défi, mais Alex, même s'il est sonné, il accepte. Il veut s'en sortir. Et donc, c'est le début de la transformation. Première étape fixée par Ted, trouver le produit ou service phare. Celui qui a un vrai potentiel pour grandir sans Alex. Il faut identifier le cœur du réacteur, en quelque sorte. C'est ça. La question de Ted est super directe. Dans tout ce que ton agence propose, c'est quoi le truc où vous êtes vraiment excellent? Le truc qui pourrait être fait à plus grande échelle sans que ce soit toi qui le fasses. Il faut trouver ce qu'il appelle un produit évolutif. Oui, un produit évolutif. C'est un concept clé. Ça veut dire qu'il doit cocher 3 cases. D'abord, être enseignable. Est-ce qu'on peut former quelqu'un d'autre à le faire ou à le vendre en suivant une méthode claire? Ah d'accord. Ensuite, être utile. Est-ce que ça apporte une vraie valeur au client, au point qu'il soit prêt à payer un bon prix pour ça? Logique. Et enfin, être répétable. Est-ce que les clients peuvent en avoir besoin plusieurs fois ou est-ce qu'il y a un marché assez large pour le vendre encore et encore à de nouveaux clients? Trouver cet équilibre, c'est ça le but. Alors Alex réfléchit, il cherche, et il identifie la conception de logo. Apparemment, son agence a une méthode bien rodée, en 5 étapes. Vision, personnification, esquisse, test en noir et blanc et conception finale. Un processus défini. Ça a l'air de coller, c'est utile. Oui, un bon logo, c'est stratégique, ça justifie le prix qu'il demande, 10 000 $. Enseignable? Oui, avec les 5 étapes, ça peut s'apprendre. Répétable. Oui, les clients reviennent pour d'autres marques, d'autres produits. Donc ça coche les cases.
Voilà. Et là, t'es des cash. Ok. Oublie tout le reste. Tu te concentres que là-dessus. Et là, Alex freine des cas de fer. Mais Ted, c'est pas possible. On va pas vivre juste avec des logos. Mon plus gros client, MNY Bank, il en commande plus depuis longtemps. Et les autres, ils veulent des sites web, des brochures. Ah, la peur du vide. C'est ça. La panique de laisser tomber le reste, surtout le gros client. C'est une réaction hyper fréquente, la peur de manquer. Mais Ted, il lâche pas. Il lui dit « Mais c'est justement ça le problème, Alex. À vouloir tout faire, tu es moyen partout et excellent nulle part. » Ah oui. Pour faire tous ces services différents, au top niveau, il faudrait des experts dans chaque domaine, ce qu'il ne peut pas se payer. Donc il a une équipe un peu touche-à-tout, mais pas vraiment pointue. La spécialisation, au contraire, ça oblige à devenir excellent dans un domaine précis. Comme le resto qui fait un seul plat, mais le fait parfaitement. Exactement. Ou Southwest Airlines qui n'utilise que des Boeing 737. Ça simplifie tout. La formation des pilotes, la maintenance, c'est beaucoup plus efficace. Se concentrer, ça améliore la qualité, ça permet de se différencier. C'est logique sur le papier, c'est vrai. Mais ça veut dire quoi concrètement pour Alex? Ça veut dire lâcher MNY Bank, ce fameux client qui fait 40% du chiffre d'affaires. C'est là que ça devient douloureux. Ted lui explique que cette dépendance, c'est un énorme frein à la vente. 40% sur un seul client, c'est beaucoup trop risqué pour un acheteur. Personne n'achèterait une boîte qui risque de perdre presque la moitié de ses revenus d'un coup. Voilà. Donc oui, Ted lui dit qu'il faut s'en détacher. Mais attention, il ne lui dit pas de couper les ponts demain matin, hein. Ah ouf. Non, il est pragmatique. Il lui donne une mission. D'abord, documenter à fond son processus de création de logo. Ensuite, créer une fiche produit simple, une page, qui décrit cette offre. Et enfin, aller chercher de nouveaux clients juste pour ça. Tester le marché en quelque sorte. Exactement. Alex envoie cette fiche à 24 anciens clients un peu oubliés. Et là, surprise, 6 rendez-vous décrochés et une vente directe. Ça lui montre que c'est possible, ça lui redonne confiance. Donc l'idée, c'est de bâtir le nouveau avant de démolir l'ancien. C'est ça, c'est une transition, pas un saut dans le vide. Mais même avec ce premier succès, Alex parle encore de vendre un service de logo. Et Ted le corrige. Ah, et il dit, Non, Alex, ce n'est pas un service que tu vends. Ta méthode en 5 étapes, c'est ça ton produit. produit vs service. Quelle est la différence fondamentale ici? C'est juste un mot? Non, c'est bien plus que ça. Ça change toute la perspective. Une boîte de service, elle vend quoi? Le temps et le savoir-faire de ses employés. C'est souvent du sur-mesure, c'est difficile à standardiser, à faire grandir, parce que ça dépend des gens disponibles. D'accord. Une boîte qui vend un produit, même si c'est un service à la base, elle vend un système, une recette éprouvée, un processus. Et ce processus, on peut l'enseigner, le dupliquer, l'optimiser. L'entreprise maîtrise le processus, pas seulement les individus. C'est ça qui permet de construire quelque chose qui peut grandir indépendamment du fondateur. C'est un changement de mentalité crucial. Je comprends mieux et du coup l'étape suivante, elle devient logique. Il faut que d'autres personnes puissent appliquer ce fameux processus en 5 étapes. Exactement. L'objectif final, que les logos sortent de l'agence sans qu'Alex ait besoin de superviser chaque détail. C'est vraiment là qu'on touche à l'autonomie. Mais c'est sans doute le plus dur pour un fondateur, non? De lâcher le contrôle opérationnel comme ça? C'est souvent le plus gros challenge personnel, oui. Pour l'entrepreneur qui a tout bâti de ses mains, c'est difficile, mais c'est absolument nécessaire si on veut créer de la valeur pour une vente. Ted est très clair là-dessus. Si les acheteurs potentiels ne sont pas 100% sûrs que la boîte peut tourner sans le fondateur, Ils n'achèteront pas ou alors à un prix très bas. exactement, pourquoi prendrait-il le risque? Tant que cette indépendance n'est pas prouvée, on n'a pas un actif qui a de la valeur. On a juste un job. Et l'épuisement d'Alex le montre bien. Justement, en parlant d'épuisement et de problèmes concrets, à ce moment-là, Alex a un souci de trésorerie. Un gros chèque de MNI Bank qui tarde à arriver. Le stress revient. Et Ted, au lieu de compatir et de stresser avec lui, il utilise sa persil alors. Il lui dit « Mais c'est une raison de plus pour traiter tes logos comme un produit. » Comment ça? Il prend une image simple. Quand tu achètes une orange au supermarché, tu la payes avant de la manger, non? C'est un produit. Oui, Mais quand tu fais venir un laveur de vitres, tu le payes après qu'il ait fait le travail. C'est un service. d'accord, je vois. En vendant le produit logo et en demandant le paiement à la commande ou au moins une grosse partie d'avance, Alex inverse complètement son problème de trésorerie. Au lieu de financer le travail en attendant d'être payé des mois plus tard, il utilise l'argent du client pour produire. Ah oui, c'est malin. 10 logos vendus à 10 000 $, ça fait 100 000 $ qui rentrent avant de faire le gros du boulot. Ça change tout pour la stabilité financière. Une boîte qui génère du cash comme ça, c'est beaucoup plus attractif. Ted lui dit,
tu mets payable à la signature sur ta fiche produit. Radical. Mais les clients acceptent de payer 10 000 $ comme ça, d'avance? Si la valeur est bien perçue et que le processus est clair, oui. C'est une question de positionnement. Si on vend une méthode éprouvée qui donne des résultats plutôt qu'un « on va voir ce qu'on peut faire pour vous », le paiement d'avance passe mieux. D'ailleurs, Alex réussit à vendre un nouveau logo comme ça. Super. Oui, mais juste après, un ancien client fidèle revient à la charge. Il veut une grosse campagne de pub. Beaucoup d'argent potentiel. Ah, la tentation, surtout quand on a eu peur pour la trésorerie juste avant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Ted lui dit Ted est intraitable. Il faut refuser. Absolument. Même si ça fait mal au portefeuille à court terme. Vraiment. Oui. Il prend une autre image. Un chirurgien du cœur, il ne va pas poser un plâtre sur une cheville cassée même si le patient insiste et qu'il a besoin d'argent. Il faut rester focalisé sur sa spécialité. C'est ça qui construit la valeur et la réputation à long terme. Dire non à de l'argent, ça demande du courage, hein? Énormément. C'est contre-intuitif, mais en disant non à ce qui est hors de sa spécialité, l'agence renforce son image d'expert en logo. Ça la rend plus facile à identifier, à recommander pour ça. Paradoxalement, refuser du travail qui dilue l'image va attirer plus de clients pour les logos. C'est ce que Ted lui explique. Et pour continuer sur la lancée de l'autonomie, Ted s'attaque ensuite à la partie commerciale. Comment prouver qu'Alex n'est pas le seul à pouvoir vendre ses logos et qu'il ne suffit pas d'avoir un vendeur star qui pourrait partir? Bonne question. Sa recommandation, embaucher 2 commerciaux en même temps. 2. D'un coup. C'est pas un peu risqué niveau charge, surtout à ce stade? C'est un investissement calculé. D'une part, ça crée une saine émulation entre eux. D'autre part, et c'est ça le plus important pour un acheteur, ça montre que le succès commercial n'est pas lié à une seule personne, mais qu'il y a un système de vente qui fonctionne et qui est réplicable. Que le moteur commercial est dans l'entreprise, pas juste dans les mains d'un individu. Ok, je vois l'idée. C'est pour prouver la scalabilité de la vente. Et Alex trouve qui? Il a 2 candidats intéressants. Blake, grande école, expérience en agence de pub classique, mentalité, service sur mesure. Et Angie, une super vendeuse de téléphone, habituée à vendre un produit standard, en le présentant bien. 2 profils très différents. Oui, et Ted n'hésite pas une seconde. Il faut prendre Angie. Pourquoi? Parce qu'elle a la bonne mentalité. Elle sait vendre un produit existant en montrant comment il répond aux besoins du client. Elle ne va pas chercher à réinventer la roue à chaque fois, à personnaliser le processus à l'extrême, comme l'aurait peut-être fait Blake, habitué au monde des agences. Il faut quelqu'un qui vende la recette, pas qui la change tout le temps. Logique. Alex suit le conseil, il embauche Angie. Elle lui recommande même un ancien collègue, Simus. Et là, très vite, Angie vend son premier logo. C'est une étape énorme. Mais non, Ah oui. la preuve est faite. Exactement. Le processus est non seulement exécutable par d'autres, mais il est aussi vendable par d'autres. Ça donne une confiance incroyable à Alex, tellement qu'il annonce enfin à M1 Bank qu'il arrête tout sauf les logos. Et le mois d'après, boum, Angie et Simus vendent 27 logos. 27. Incroyable. La machine est vraiment lancée. Mais comment on montre à un acheteur que ce n'est pas juste un coup de chance, que ça peut continuer? En chiffrant le potentiel. C'est la 10e étape. Ted lui explique qu'il faut connaître 2 choses. Le taux de conversion, combien de prospects on transforme en clients, et la taille du marché qu'on peut atteindre. Mettre des chiffres sur l'avenir. C'est ça. Ted fait le calcul. Il y a environ 210 000 entreprises dans le coin. Sur ce nombre, peut-être 58 000 ont les moyens et le profil pour un logo à 10 000 $. Historiquement, Alex convertissait environ 2,5% des prospects qu'il contactait pour ça. Ok. Si on applique ces 2,5% aux 58 000 entreprises cibles, ça fait 1 450 logos potentiels. À 10 000 $ le logo, ça représente un marché local de 14,5 millions de dollars. Rien que là. Sans compter le client qui revienne ou si on va plus loin géographiquement. Ah oui, présenté comme ça. Présenter ça à un acheteur, regardez la taille du marché et regardez notre taux de conversion historique qui prouve qu'on sait comment en prendre une part, c'est extrêmement convaincant. Ça rend la croissance future, tangible, crédible. C'est clair. Et enfin, dernière étape, le conseil numéro 11, c'est plus subtil, utiliser le bon langage. Ted demande à Alex de parler d'acheteur plutôt que de client et d'affaires ou de deal plutôt que de son entreprise. C'est pas un peu juste du jargon, ça? Ça peut paraître anodin, mais c'est psychologique et ça renforce l'image. Les entreprises qui vendent des produits parlent souvent d'acheteurs, de transactions, d'affaires conclues.
Les entreprises de services parlent plus de clients, de relations, de projets. Utiliser ce vocabulaire produit, ça ancre l'idée dans la tête de tout le monde, y compris des acheteurs potentiels, que l'agence n'est plus cette structure de service un peu floue et dépendante des gens, mais bien une entreprise structurée autour d'un produit avec des processus qui tournent de façon prévisible. Une machine. Voilà. Et une machine bien huilée, ça a plus de valeur qu'un atelier artisanal, même talentueux. C'est fascinant de voir tout ce parcours. Si on essaye de synthétiser, l'histoire d'Alex, c'est vraiment la transformation d'une agence de service, hyper dépendante de son patron, stressante et finalement invendable, en une affaire spécialisée construite autour d'un produit clair, avec des processus, une équipe de vente, et surtout capable de fonctionner de plus en plus sans lui au centre. C'est ça, en fait, créer un vrai actif. Tout à fait. Et s'il y a vraiment un point central à retenir de tout ça, c'est ce fameux conseil numéro 5, rendre l'entreprise indépendante de soi. C'est la clé de voûte. Tant que ce n'est pas fait, on n'a pas vraiment une entreprise au sens d'un actif qu'on peut transmettre ou vendre. On a un job. Souvent un super job, mais un job quand même, avec toutes les contraintes que ça implique. L'autonomie, c'est la condition sine qua non de la valeur, mais aussi de la liberté pour l'entrepreneur lui-même. Et ça amène une dernière réflexion, peut-être. Au-delà de la perspective de vendre un jour, qui n'est pas forcément le but de tout le monde. Si on applique ces principes, la spécialisation, les processus clairs, la délégation efficace, un moteur de vente qui tourne tout seul, qu'est-ce que ça change au quotidien pour l'entrepreneur? Ah mais ça change tout. Moins de stress, probablement? Plus de temps pour penser stratégie plutôt que d'avoir le nez dans le guidon. Plus de plaisir, peut-être, à diriger sa boîte plutôt qu'à être constamment débordé par l'opérationnel. Finalement, le plus grand bénéfice de construire une entreprise vendable, ce n'est peut-être pas la vente elle-même, mais simplement de la rendre plus agréable et soutenable à piloter au jour le jour. C'est une excellente réflexion. Rendre l'entreprise autonome, c'est aussi se libérer soi-même. C'est peut-être ça le vrai gain. Une piste à méditer pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est